Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a déjà été beaucoup traité sur YouTube. J'ai moi-même consommé de nombreuses vidéos à ce sujet. On va parler des actions. Je vais commencer par vous définir ce qu'est une action. Ensuite, on va parler des stratégies qui y sont liées, par quels moyens on peut accéder à des actions, quels sont les différents types d'actions, sur quels différents marchés on peut acheter une action, en quoi ça impacte notre stratégie, etc. Donc voilà, cette vidéo, elle a pour but de ne pas seulement survoler le sujet et de vous expliquer en 3 minutes ce qu'est une action. Ça va être une vidéo peut-être un peu plus longue de 10-15 minutes, j'imagine en tout cas, où je vais essayer d'approfondir un petit peu le sujet afin de vous apporter des connaissances nécessaires afin que vous fassiez vos choix, etc. Et c'est toujours important, je pense, d'avoir cette culture. Ça fait partie du monde qui nous entoure. Alors déjà, qu'est-ce qu'une action? Une action, c'est une part de propriété d'une société. Donc c'est-à-dire que si vous détenez par exemple un quart des actions d'une société, vous détenez un quart de son capital, vous recevez un quart des dividendes qu'elle distribue. Maintenant, une action, elle peut vous apporter deux choses, du rendement et de la performance. On va commencer par le rendement. Le rendement d'une action, ça va être les gains ou les bénéfices qu'elle vous génère. Donc ça peut être par exemple les dividendes que l'entreprise vous verse pour contre votre détention d'actions. Si l'entreprise dans laquelle vous détenez des actions réalise des bénéfices, ce rendement va se traduire par les dividendes qu'elle va vous distribuer. Donc ça c'est important, c'est le premier point, c'est le rendement. Maintenant pour la performance, il faut retenir que votre action performe si vous l'avez vendue plus cher que vous ne l'avez acheté. Donc la performance va englober le rendement et les plus-values. On vient de voir les deux notions importantes à comprendre pour avoir une idée de ce qu'une action en fait représente dans notre portefeuille, que ce soit à travers son rendement et sa performance. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va parler des marchés qui sont concernés par les actions. Les deux marchés qui sont concernés par les actions, donc c'est les marchés sur lesquels vous pouvez acheter vos actions. Peu importe qu'elles soient d'une entreprise américaine, française, etc., on ne va pas prendre ça en compte pour l'instant. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a deux marchés, comme j'ai dit. Il y a le marché des sociétés cotées et le marché des sociétés non cotées. On va commencer par le marché des sociétés cotées, celui qui est connu par la majorité d'entre nous, c'est-à-dire celui qui est accessible mondialement, auquel on a accès via notamment les multiples brokers comme Trade Republic, XTB, etc. Donc tout ça, ça représente le marché de la bourse mondiale des sociétés cotées. Alors il a des caractéristiques, ce marché des sociétés cotées, c'est qu'il va représenter plus de liquidités, plus d'informations, donc il va y avoir une plus grande transparence, notamment parce que les entreprises cotées sont obligées de publier des rapports financiers trimestriels, je crois, et annuels. Par contre, on va également avoir plus de volatilité quotidienne et moins de contrôle en tant qu'investisseur sur notre investissement. C'est-à-dire que dans une société cotée, il va y avoir des millions, voire parfois des milliards peut-être d'autres investisseurs. Donc forcément, notre impact va être moindre que celui qu'on pourrait avoir dans une société non cotée. Donc au global, ce qu'il faut retenir des sociétés cotées, c'est que c'est un marché plus sûr, à moins de risques, mais forcément du coup avec moins de plus-value potentielle. Voilà. Pour ce qui est des sociétés non cotées maintenant, comme c'est dit dans leur nom, elles ne sont pas cotées en bourse, donc ce n'est pas les sociétés sur lesquelles on peut investir de manière traditionnelle, les manières que je viens de citer, donc à travers les brokers que l'on connaît tous. Donc une société non cotée, elle n'est pas cotée en bourse, et généralement, on investit comment dans une société non cotée? On investit de gré à gré. C'est un marché de gré à gré. C'est-à-dire que c'est un marché où on a besoin d'avoir déjà une certaine connaissance, des connaissances dans le sens connaître des gens autour de nous qui auront un certain réseau, avoir un certain capital déjà à investir. Pour faire simple, pour investir dans des sociétés non cotées, il faut passer souvent par des fonds de private equity. Ces fonds, je vais revenir dessus juste après, dans la partie juste après, mais en gros, ce qu'il faut retenir des sociétés non cotées, c'est que contrairement aux sociétés cotées, elles vont présenter moins de liquidités, moins d'informations, il y aura moins de transparence quant aux publications financières, etc. Plus de volatilité à long terme et plus de contrôle parce que forcément moins d'investisseurs, donc les investisseurs qui sont présents ont plus de contrôle. Globalement, l'investissement en sociétés non cotées est considéré comme plus risqué et au global plus difficile à atteindre dans le sens où on va y revenir juste après quand on va parler des des fonds private equity, mais y accéder est très compliqué. Pour conclure sur cette partie société cotée, société non cotée, la différence est très simple à faire franchement. Il faut juste retenir que société cotée, on y a tous accès, société non cotée, on n'y a pas tous accès. Donc, on va passer à la partie private equity, ce dont je parlais juste avant. Donc, le private equity, généralement, c'est des fonds d'investissement privés qui sont gérés par que ce soit des banques privées ou des acteurs financiers, purement financiers, dont le but est de gérer ces fonds de private equity.
Donc ces fonds, ils vont déjà permettre une diversification de votre portefeuille. Ils vont vous permettre de vous décorréler en fait, du marché traditionnel et d'investir sur des sociétés qui peuvent être moins connues, moins valorisées, etc. Donc déjà, il y a une décorrélation, donc il y a une diversification. Donc ces sociétés présentent également un potentiel de rendement plus élevé parce qu'elles sont plus risquées. Forcément, on investit sur des sociétés qui ne sont pas cotées, qui ne le seront peut-être jamais, qui vont peut-être flop ou alors qui vont step up et dans ce cas-là, on empoche un gros billet. Ce qu'il faut, c'est être là au bon moment, au bon endroit et connaître les bonnes personnes encore une fois. En termes d'avantages, on peut également noter que ces sociétés non cotées, elles permettent une gestion active de la part des investisseurs. Donc ça va passer par du contrôle, voire même des conseils sur les décisions que prend l'entreprise. La partie inconvénient, quant à elle, elle regroupe tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Au niveau du ticket d'entrée, comme je dis, c'est un ticket d'entrée qui est très élevé, donc il faut avoir un capital déjà bien développé. On est minimum, et c'est assez rare, sur du 10 000 euros. Le 100 000 euros, pareil, c'est assez rare. Enfin, c'est pas rare, mais je veux dire, avec 100 000 euros, on ne fait pas grand-chose en private equity. Ça commence vraiment à être sérieux à partir d'1 million d'euros. Donc voilà, on est sur des mesures qui sont vraiment… Le marché est d'une part décorrélé de la bourse, enfin, du marché des capitaux classique, mais il est décorrélé aussi de la plupart d'entre nous, de notre perception, parce qu'en fait, c'est un petit peu de la démesure si on y réfléchit concrètement. Quand on n'a pas le bagage nécessaire, etc., on comprend que le private equity, c'est vraiment pas pour tout le monde. Ça, c'est pour la partie ticket d'entrée. Ensuite, le private equity, généralement, quand on met des fonds, ils sont bloqués pendant longtemps, c'est-à-dire entre 8 et 12 ans moyennement. Donc, il faut, en plus d'avoir un capital élevé, il faut être prêt à laisser ce capital travailler pendant plusieurs années, pendant plusieurs longues années. Ce qui est également possible en société cotée, mais en société cotée, on va plus avoir ce pouvoir de décision sur notre action en elle-même, dans le sens où on va pouvoir sortir et la remettre sur le marché à partir du moment où on trouve un acheteur. Et ça, c'est rendu hyper simple via les brokers, etc. Donc, il n'y a pas ce problème sur les sociétés cotées. En gros, ça se traduit par de l'illiquidité. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, je vais l'écrire. Et donc voilà. Pour conclure sur les private equity, ce qu'il faut retenir, c'est que, comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose qui est généralement expliqué quand on parle d'action. Là, j'ai fait le choix de l'expliquer parce que je trouve ça intéressant de vraiment voir grand dans le sens où on se ferme pas de porte et on essaie vraiment de comprendre les actions et leur environnement dans sa globalité, enfin dans leur globalité. Voilà, on n'est plus vraiment à ça près, donc on peut également noter que les fonds de private equity ont généralement des frais de gestion très élevés. Maintenant, on va parler des types d'entreprises dans lesquelles il est possible d'acheter des actions. Donc, il va y avoir deux secteurs majoritaires, le secteur growth et le secteur value. Pour commencer sur le secteur growth, en gros, pour faire simple, ça va être des entreprises qui sont généralement en forte croissance, qui ont tendance à être surévaluées. Ça, c'est dû à leur moyen de notation. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est assez complexe. J'ai pas tout compris honnêtement, donc je préfère ne pas en parler et peut-être revenir dessus sur une prochaine vidéo sur la manière dont les sociétés sont valorisées en bourse, etc. Comment on calcule ça. C'est des calculs assez complexes. Donc voilà, c'est des sociétés qui vont délivrer peu de dividendes, vont beaucoup investir. La majorité des fonds qu'elles acquièrent, elles les réinvestissent et du coup elles s'endettent et donc ça fait que parfois elles peuvent être survalorisées aussi. Donc voilà, ça c'est pour la partie growth. Bon, on peut noter que généralement c'est des entreprises du secteur tech, IT ou du luxe, donc voilà, ou des sociétés d'avenir également. Maintenant pour le côté value, donc c'est généralement des entreprises qui vont être sous-évaluées au contraire du coup, et qui vont elles proposer des gros dividendes parce qu'elles vont avoir plus de liquidités disponibles et donc c'est des entreprises plutôt stables et rentables qui ne cherchent plus vraiment ou pas à investir à fond et qui donc du coup vont moins s'endetter et donc vont pouvoir délivrer des plus gros dividendes et ainsi attirer d'autres investisseurs qui sont intéressés par les dividendes. Généralement, les entreprises du secteur value, ça va être les banques, les entreprises de l'industrie et de l'énergie. Donc après, ça peut varier évidemment, il y a des exceptions, mais majoritairement, en moyenne, on est sur ces tendances-ci. Avant-dernière partie, maintenant, on va parler des catégories. Donc en termes d'entreprises, les types d'entreprises dans lesquelles il est possible d'investir. Donc il y en a trois. On va avoir les small cap, les mid cap et les large cap. Donc cap tout simplement pour capitalisation, pardon, c'est pas très compliqué. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas hyper pertinent dans le sens où il est possible de se bâtir une stratégie sans forcément penser à ce genre de choses. C'est juste important de le noter qu'il existe ce genre de différenciation et que si on veut vraiment pousser
l'étude de notre stratégie à fond, c'est important, enfin ça peut être sympa de se pencher sur ça aussi. Donc juste pour faire simple, juste donner les chiffres au niveau du small cap. Donc au niveau du small cap US, donc aux États-Unis, une entreprise est considérée comme small cap, donc petite capitalisation, à partir de moins d'1 milliard de dollars de capitalisation. En Europe, ça va être moins de 1 million d'euros de capitalisation. Et en France, pour les entreprises françaises, une entreprise va être considérée comme small cap quand elle va avoir moins de 500 000 euros de capitalisation. Ça permet aussi de voir à quel point les échelles sont différentes quand on parle du marché US, du marché EU et encore plus quand on passe sur un marché national. Comme je le disais, on ne va pas s'attarder là-dessus. Je vous ai donné les chiffres du small cap, le mid cap et le large cap. Je vous laisserai au pire aller voir sur Google. C'est assez simple de trouver en gros à partir de quand une entreprise peut être considérée comme mid cap ou large cap. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que majoritairement, les entreprises dans lesquelles vous allez investir via votre broker, ça va être des large cap et des mid cap. Les small caps sont généralement un peu plus délaissés par les… enfin, délaissés. C'est que des moyennes. Hein. Forcément, vous allez me dire que vous avez peut-être du small cap dans votre portefeuille, etc. Mais majoritairement, je veux dire, quand quelqu'un ne s'y connaît pas, il va acheter ce que tout le monde achète. Et ce que la majorité des gens achètent, c'est du mid cap et du large cap. Forcément, ça va renforcer cette tendance et ainsi de suite. Donc voilà. On va passer à la dernière partie maintenant. Donc partie que je trouve la plus intéressante parce qu'elle touche directement à la stratégie liée à vos investissements justement en termes d'actions. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux stratégies cette fois. Donc il y a une stratégie qu'on va appeler cyclique et une stratégie défensive. La stratégie cyclique, comme c'est dit dans son nom, elle va fluctuer en fonction des cycles économiques. Donc en fonction de la situation macro. En termes d'exemples d'entreprises qui peuvent être considérées par une stratégie cyclique, en gros ça va concerner majoritairement les produits non essentiels à la vie, donc le voyage, certains services, la restauration. Donc cette stratégie est considérée comme plus volatile parce que forcément les cycles sont parfois imprévisibles ou des fois mal compris. Mais par contre c'est du coup une stratégie qui entraîne une prise de risque un petit peu plus élevée et donc des bénéfices qui peuvent être plus élevés également. Au contraire, la stratégie défensive, elle ne fluctue pas. C'est une stratégie qui va avoir une vision plus long terme et elle va se fixer sur des entreprises, on va dire, qui sont les fondations de nos sociétés. Donc ça va être les entreprises de la santé, de la défense, de la communication, de la grande distribution parfois. Donc voilà, ça va être une stratégie qui va être beaucoup plus plate, on va dire, dans le sens où elle ne va pas réagir aux fluctuations de l'économie. Sur le long terme, cette stratégie, elle bat les marchés plus volatiles parce que forcément, on a moins de prise de risque. Pour vous faire une comparaison, les stratégies défensives, c'est un petit peu comparable au fait d'investir sur des ETF avec un DCA et de ne pas y toucher pendant 20 ans. Voilà, c'est du long terme, c'est pas de risque, enfin un risque moindre et voilà, on a une idée en tête, on la garde. Alors que le côté cyclique, ça va plus être je saute sur une occasion qui se présente devant moi, peut-être sans pas trop y réfléchir et des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes arrivé là. Comme je l'ai dit, je sais que c'est le genre de sujets qui ont déjà été beaucoup abordés sur YouTube, mais je trouvais ça intéressant de faire, en fait, je pense que pour chaque actif financier, je vais faire ce genre de petites vidéos où j'essaie d'expliquer vraiment de manière concrète, pourquoi pas avec des chiffres les prochaines fois, ce qu'est, enfin tel type d'actif financier, pardon, qu'est-ce qu'il représente en fait concrètement, qu'est-ce qui est autour de cet actif, parce que je pense que c'est important de comprendre dans sa globalité un actif et pourquoi pas même le marché autant qu'on peut, afin de se faire une idée plus claire. Et donc voilà, c'était la première vidéo à ce sujet. Il y en aura sûrement d'autres. Je vous remercie d'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine.